Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour parler du Nikon ZR. Avant de commencer cette vidéo, je voulais simplement remercier Nikon de m'avoir envoyé le boîtier. Ils ne m'ont rien demandé en retour, pas de partenariat, pas de vidéo imposée, ils voulaient simplement un retour honnête et constructif après utilisation. Donc dans cette vidéo, je vais simplement vous partager mon ressenti après plusieurs semaines d'utilisation sur le terrain, les choses que j'ai vraiment appréciées, les petits défauts que j'ai pu remarquer et surtout comment il se comporte en terrain et en prestations professionnelles. Avant que je commence à vous expliquer mon avis sur le Nikon ZR en prestations professionnelles, sachez que la vidéo est en 3 chapitres avec des sous-chapitres. Donc si vous avez besoin de savoir quelque chose de plus précis, etc., n'hésitez pas à aller directement sur le sujet qui vous intéresse. Et là, on peut commencer. Déjà, quand j'ai reçu le boîtier, la première chose qui m'a marqué, c'est la construction. Le boîtier est assez léger, mais il reste très bien fini. Les matériaux sont propres, l'assemblage est sérieux, et globalement, ça donne une vraie sensation de qualité. On sent que ce n'est pas un produit fragile ou un gadget, c'est un boîtier qui inspire confiance dès les premières minutes. Les boutons sont assez intuitifs. Le bouton d'allumage est bien placé, le switch photo et vidéo est simple à utiliser. Et globalement, tout est assez logique. Et d'ailleurs, petit détail que j'ai remarqué très vite, le boîtier s'allume quasiment instantanément. On appuie sur le bouton et hop, il est prêt à tourner. Ce n'est pas forcément quelque chose dont beaucoup parlent, mais sur le terrain, ça peut clairement faire la différence. Être réactif et prêt à shooter rapidement. Et maintenant, on va parler de la prise en main. Et là, pour le coup, ça passe ou ça casse. Pourquoi? Parce que le boîtier n'a absolument aucun grip. Et c'est quelque chose qui peut surprendre au début. Personnellement, je conseille vraiment d'utiliser le boîtier avec une cage. Pas forcément pour ajouter des accessoires, mais simplement pour avoir une prise de main plus confortable. Parce que sans ça, dans mon cas, je me retrouvais dans une situation un peu particulière, avec une prise en main qui me plaisait pas trop. Rien de dramatique, mais clairement, on sent que ce n'est pas un boîtier pensé pour être tenu comme un appareil photo classique. Avec une cage, par contre, le problème disparaît et l'utilisation devient complètement agréable par contre. Un autre point intéressant, c'est la manière dont on interagit aussi avec les réglages. Dans mon utilisation personnelle, j'ai l'habitude d'utiliser beaucoup de boutons personnalisés ou des molettes. Ça me permet de changer très rapidement selon mes tournages. Avec ce boîtier, la logique elle est un peu différente. Ce n'est pas forcément moins bien, c'est juste une autre façon de travailler. Par exemple, pour modifier certains paramètres comme la vitesse d'obturation, la balance des blancs ou encore par exemple la résolution, on va prendre un peu plus de temps. Là où sur certains boîtiers ça peut prendre 5 secondes, ici ça peut parfois prendre entre 20 et 30 secondes. Personnellement ça ne m'a pas dérangé, c'est simplement une habitude à prendre. Et sachant que c'est la première fois que j'utilisais un boîtier Nikon, j'ai aussi découvert leur menu pour la première fois. Mais honnêtement, je me suis pas senti réellement perdu. Les menus sont assez complets, logiques et simples d'utilisation pour le coup. Et maintenant, on va parler d'un point qui pour moi est l'une des meilleures choses sur ce boîtier, l'écran. Le boîtier est équipé d'un écran de 4 pouces et honnêtement pour une caméra orientée vidéo, c'est génial. Certaines personnes regrettent l'absence du viseur, mais pour être honnête, moi je me suis régalé avec un écran de cette taille. Et je m'en suis vite rendu compte parce que quand je le comparais avec mon A7S III, eh bah la différence elle est énorme. Un écran plus grand, ça change complètement ta manière de cadrer. On voit mieux les détails, on voit mieux sa composition et tout devient plus confortable. En plus de ça, la qualité de l'écran est vraiment bonne. L'image est nette, lumineuse et la charnière inspire confiance. On sent que c'est un écran qui a été pensé pour être utilisé régulièrement sur le terrain et honnêtement c'est probablement l'un des éléments que j'ai le plus apprécié sur ce boîtier. Parce que ça évite de devoir rajouter un écran externe dans énormément de situations et ça veut dire moins d'accessoires, moins de batterie et du coup un poids plus léger sur la balance. Et ça c'est essentiel. Autre point important à comprendre, c'est que ce boîtier est vraiment pensé pour être utilisé avec son écran tactile et pour le coup l'écran répond super bien. On a presque l'impression d'utiliser un téléphone. Les menus sont fluides, la vitesse de navigation est rapide et naturelle. Même le taux de rafraîchissement du boîtier donne une vraie sensation, je me répète, de fluidité, mais c'est quelque chose qui est très agréable à utiliser au quotidien. Par contre, c'est sûr que moi, dans mon utilisation de d'habitude avec la 7S III par exemple, je me suis senti un peu comme un papy en tout utiliser en tactile, sachant que la 7S III peut être utilisée aussi en tactile, mais j'ai tellement l'habitude en fait de switch avec la molette, d'appuyer sur les boutons, etc., que je me sentais comme un papy avec son téléphone en train d'aller dans les menus, trucs. Enfin, c'était assez particulier, mais c'est très agréable en tout cas d'avoir un écran qui répond super bien. On sent vraiment qu'il y a une grosse inspiration RED, du coup, pour être utilisé comme
les Komodo avec l'écran sur le dessus. Les anciennes Komodo, l'écran était un peu laggy et le taux de rafraîchissement, on aurait dit peut-être du 10 images secondes et du coup c'était pas très utilisable. Et là, pour le coup, t'as vraiment l'impression d'être sur téléphone. Enfin voilà, j'ai vraiment bien apprécié cet écran, je pense que ça peut se voir. Ici, je vais regrouper deux sujets, la batterie et le stockage. Quand Nikon m'a envoyé le boîtier, ils m'ont envoyé qu'une seule batterie. Et je dois avouer qu'au début, ça m'a un peu inquiété. Parce que certains de mes tournages peuvent durer longtemps, et les conditions dans lesquelles les batteries sont... Paniquez pas, Nikon! Elles peuvent se vider assez vite. Mais finalement, j'étais plutôt rassuré. J'ai réussi à tourner environ 2 heures d'affilée en 6K25 sans problème particulier et surtout, sans surchauffe. Ce qui m'a inquiété le plus n'était pas forcément le fait qu'il n'y ait qu'un seul slot CF Express, c'était surtout son emplacement. Parce que, comme on le sait, les cartes CF Express chauffent énormément. Et le fait que la carte et la batterie soient placées au même endroit, je trouvais ça assez audacieux. Je me suis vraiment demandé si ça n'allait pas provoquer de la surchauffe ou des problèmes de fiabilité. Mais dans mon utilisation, je n'ai eu aucun souci particulier. Après, évidemment, ça reste à voir sur le long terme, voir comment les deux cohabitent ensemble. Ok, concernant l'autofocus, il a 5 modes de détection. Humains, animaux, oiseaux, véhicules et même avions. Et personnellement, j'ai surtout testé humains et animaux. Le suivi est vraiment excellent. Quand j'ai reçu le boîtier, c'était probablement la chose qui me faisait le plus peur. Aujourd'hui, en 2026, l'autofocus est devenu quelque chose de central. Et dans mon travail, je tourne beaucoup dans le milieu sportif, donc j'ai besoin d'un suivi qui soit rapide et fiable. Et honnêtement, j'ai pas été déçu. Pour moi, ce boîtier fait clairement concurrence à Canon et à Sony, qui sont pourtant des références sur ce point. Je trouve l'autofocus particulièrement intelligent et stable, j'ai pas remarqué de pompage désagréable, et d'ailleurs c'est quelque chose que j'avais beaucoup remarqué dans certains boîtiers, notamment Fuji avec le X-H2S, où j'avais souvent des problèmes de pompage en vidéo. Ici le suivi est beaucoup plus stable et beaucoup plus propre, sans problème de pompage. Bon, parlons quand même d'un sujet qui est ultra important, la qualité d'image. Parce qu'au final, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus sur une caméra. Et honnêtement, le rendu de ce boîtier m'a vraiment surpris. Comme je le disais juste avant, les couleurs sont très riches. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les skin tones, ou les tons de peau en français, qui sont vraiment très naturels. Il y a beaucoup de nuances et ça donne une image qui paraît tout de suite, je vais pas le dire, faut pas que je le dise, cinématographique. On sent que le capteur a beaucoup de profondeur dans les couleurs et ça se ressent particulièrement quand on travaille les images en post-production. Avec le 12 bits, on a énormément d'informations dans le fichier, donc on peut pousser l'étalonnage assez loin sans que l'image ne se casse. Et ça, pour quelqu'un qui aime vraiment travailler la couleur, c'est un vrai plaisir. Pour que vous puissiez vous faire une idée plus concrète, je vais vous afficher plusieurs rushs que j'ai filmés avec ce boîtier. Ce sont des plans tournés dans différentes conditions avec différents codecs, mais avec des réglages assez similaires. Le but est simplement de vous montrer le rendu réel du capteur sans trop en faire, comme ça vous pouvez juger par vous-même de la qualité d'image. Maintenant, on va parler d'un point très important sur ce boîtier, les formats d'enregistrement. Et pour le coup, Nikon a vraiment prévu beaucoup d'options différentes, ce qui permet d'adapter le codec selon le type de tournage ou le workflow de chacun. On retrouve notamment du R3D, du NRAW, du Apple ProRes RAW, du Apple ProRes 422HQ en 10 bits, du H265 et aussi du H264 en 8 bits. Donc on a à la fois des formats RAW très puissants pour l'étalonnage, mais aussi des codecs plus classiques qui peuvent être utiles pour des projets beaucoup plus légers. Étant un grand utilisateur de caméra RED, j'étais vraiment curieux de tester le R3D directement sur ce boîtier. Et honnêtement, dès les premiers plans, j'ai compris. Les couleurs sont extrêmement riches. Alors bien sûr, le codec joue un rôle, mais ce n'est pas seulement ça. Le capteur du ZR y est aussi pour beaucoup. Les skin tones sont très naturels, les couleurs ont beaucoup de profondeur et avec le 12 bits, on a une énorme latitude en post-production. C'est clairement une image qui se travaille très bien à l'étalonnage et pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec du RAW, c'est vraiment super agréable. Ensuite, j'ai testé le NRAW et là, j'ai été assez surpris, tout simplement parce que j'en avais jamais utilisé avant et au final, j'ai découvert un RAW qui était très propre et même très exploitable. Et honnêtement, je trouve qu'il n'a pas grand chose à envier au R3D. On garde énormément d'informations dans l'image, la latitude d'étalonnage est excellente et les fichiers restent très confortables à travailler.
Ensuite, on va parler du ProRes RAW. Là encore, c'est un autre format RAW qui est pensé aussi pour de la post-production, mais qui contient énormément d'informations. Le problème de l'Apple ProRes RAW, c'est que dans certains cas, il peut arriver à être 2 à 3 fois plus lourd que du R3D ou du NRAW. Donc personnellement, je ne l'ai pas utilisé énormément pendant mes tests, à part pour quelques comparaisons, mais ça reste un codec très solide pour ceux qui aiment travailler directement avec du ProRes RAW. Ensuite, on a le ProRes 422HQ en 10 bits. Bon, ça, c'est un codec qui est extrêmement connu par de nombreux utilisateurs. Il est très fiable, facile à monter et il offre une excellente qualité d'image. Et je trouve que c'est un fichier qui est génial parce qu'il vous donne un bon mix entre poids de fichier et qualité d'image. Et c'est honnêtement, si vous n'avez pas l'occasion de tourner entre du RAW ou H265 ou H264, choisissez l'Apple ProRes, pas RAW du coup, mais le 422 10 bits. Et honnêtement, c'est un fichier qui vous donnera qualité et poids et c'est vraiment très avantageux. Et enfin, on retrouve aussi des formats plus compressés, comme le H265 et le H264 en 8 bits. Là, l'objectif est plutôt d'avoir des fichiers plus légers, plus faciles à stocker et à partager. C'est peut-être pratique pour du contenu web ou du reportage ou simplement pour des projets où on n'a pas forcément besoin de RAW en fait. D'ailleurs là je vais vous afficher une comparaison à l'écran entre les différents codecs. Les images que vous allez voir ont la même exposition, ils sont tous en Rec 709 avec des réglages identiques. Le but est simplement de voir la différence entre différents formats, que ce soit au niveau de la compression, le détail ou même le rendu global. Et comme ça, vous pourrez me donner votre propre avis et ce que vous préférez. Au début, je vous mettrai pas du coup ce que c'est. Comme ça, je vais essayer de vous laisser deviner. Aussi parce que pas mal de gens ont critiqué l'H265 et j'aimerais bien qu'il se fasse avoir. Et aussi, du coup, si vous êtes fait avoir, dites-le moi en commentaire. Et en tout cas, je vous laisse regarder. Je vais répondre aussi à une question que pas mal de gens se posent, c'est est-ce que c'est pas trop lourd de travailler avec du RAW? Eh ben, je vais vous répondre en vous donnant en fait ma configuration actuelle. Tout simplement, actuellement, je travaille avec un Core Ultra 7 265K, avec 64 Go de RAM en DDR5 cadencé à 6000 MHz avec le profil XMP. J'ai aussi une RTX 3090 depuis maintenant plusieurs années. J'aimerais bien la changer, mais bon, je pense que si vous suivez un peu l'actualité, c'est un peu compliqué en termes de tarifs. J'ai aussi un NVMe de 2 Tera où je mets mon OS dessus et mes logiciels. Et en tout, j'ai 16 Tera de HDD pour des projets en attente ou simplement pour du stockage. Et bien sûr, plusieurs SSD en externe pour des tournages, pour avoir des backups, etc. Et honnêtement, avec cette configuration, j'ai pu travailler les fichiers sans aucun problème. Et ceux qui ont des Mac, j'ai eu l'occasion de poser la question à un ami à moi qui a du coup une puce M1 avec 16 Go de RAM. Et pour lui, c'est pareil, ça tourne très bien, pas de problème, pas de proxy, pas de souci en fait. Donc même si on parle des formats RAW qui sont assez lourds, ça reste tout à fait exploitable avec des machines qui sont modernes. Je pense notamment à des PC qui sont peut-être un peu moins performants que le mien parce que je suis quand même conscient que même maintenant ma RAM vaut le prix d'un PC. Mais maintenant je pense que même avec entre 16 et 32 Go de RAM et même une ancienne RTX 2060 et un processeur qui peut quand même tenir la route, je pense que vous avez largement moyen de travailler avec du RAW et au pire des cas, vous travaillerez avec des proxys. C'est quelque chose de toute façon qu'il faut accepter pour au moins avoir la possibilité de travailler avec du RAW. Mais je vous le dis honnêtement, j'ai eu l'occasion de travailler sur mon PC et travailler sur un autre PC qui était quand même beaucoup plus light en termes de performance. Et pareil, j'ai eu aucun souci. Donc voilà. C'est nul cette manière de finir un sous-chapitre. Ok, maintenant parlons des ISO. Le boîtier propose 2 ISO natifs à 800 et 6400 et honnêtement le signal est super propre. J'ai eu l'occasion de tourner beaucoup de scènes à 6400 ISO et pour le coup j'ai vraiment été très surpris. L'image reste clean, il n'y a pas de bruit qui apparaît pour rien et surtout le signal reste très propre donc quasiment
toutes les situations. C'est vraiment agréable parce que ça évite de devoir passer systématiquement pour un dénoseur en post-production dès qu'on monte un peu les ISO. Là par exemple je vous affiche des rushs tournés à 6400 ISO et comme vous pouvez le constater, le signal est super propre. Si je vous aurais pas dit que c'était tourné à 6400 ISO, vous pouvez pas le savoir. Ensuite parlons un peu de la plage dynamique. Donc Nikon annonce 14 diaph avec le Log 3G10 sur leur site. Alors honnêtement je pourrais pas vous dire exactement, j'ai pas un test labo pour vous dire si c'est vraiment le cas, mais en tout cas sur le terrain le boîtier se comporte vraiment bien. Comme vous pouvez le voir avec les images, il arrive à préserver pas mal de détails dans les hautes et les basses lumières, et surtout les lumières ne sont pas trop agressifs ou éclatés, ce qui est vraiment agréable à l'image. Ensuite on va parler du 32 bits, c'est la première chose que j'ai activée sur ce boîtier. J'ai quasiment tout enregistré, voire tout enregistré en 32 bits. Alors je vais être honnête, dans mon cas ça n'a servi strictement à rien, surtout avec le micro en interne, mais ça reste une très bonne chose à avoir, ça permet notamment d'éviter les problèmes de clipping, donc avoir un son qui sature moins facilement et du coup plus utile, plus exploitable. Je pense surtout que Nikon s'est aligné avec la concurrence sur ce point et c'est une très bonne décision de leur part. La différence entre les trois RAW est également un petit H2 6.5 pour que comme ça on verra si vraiment la différence est énorme entre le RAW. Je pense qu'en post-production, oui. Après, au rendu final, je pense que ça, je sais pas. Tout dépend des plateformes. Peut-être que sur YouTube, ça se voit pas. Maintenant, parlons de la surchauffe. J'ai gardé le boîtier pendant environ 3 semaines et j'ai eu une semaine assez ensoleillée autour des 22 degrés, pendant laquelle j'ai notamment tourné un clip. J'ai tout tourné en 6K, donc avec des conditions vraiment assez exigeantes pour le boîtier. Et pour le coup, aucune surchauffe. Pas de message, pas de voyant et même en main, pas du tout brûlant quoi. Et ça c'est vraiment agréable. Surtout que si je compare avec mon Canon R5 qui lui était vraiment brûlant, voire brûlant en fait, autour de 20 minutes de tournage à peine. Donc là-dessus c'est vraiment une très bonne surprise. Après à voir avec des températures plus élevées, notamment en plein été, pour les gens qui ont le Nikon ZR, surtout si vous tournez cet été, dites-nous en commentaire si du coup le boîtier est vraiment brûlant. Donc n'hésitez pas à faire vos retours là-dessus quoi. Maintenant parlons un peu de la photo, et je me suis régalé avec le boîtier. J'ai eu l'occasion de le tester sur un shoot avec une marque sur un terrain de tennis, et les couleurs étaient vraiment très belles. Le niveau de détail est vraiment bon, et globalement le rendu était hyper propre. J'ai juste regretté sur le moment d'avoir que seulement 2 objectifs, mais j'ai quand même réussi à m'adapter. Après, si vous êtes un photographe très exigeant avec un besoin spécifique en très haute résolution, typiquement du 50 mégapixels ou plus, ça sera pas du tout le boîtier idéal pour vous. Mais c'est logique, plus on monte en résolution, plus on perd en confort côté vidéo. Maintenant parlons du prix, parce que c'est forcément un point important. Aujourd'hui le boîtier est autour de 2350 €. Alors oui, pour certains ça peut paraître cher, mais honnêtement si c'est déjà un frein pour vous, ce n'est probablement pas le boîtier qu'il vous faut. Par contre pour des semi-pros ou des professionnels, je trouve que le prix est vraiment très intéressant. Et je m'explique. Pour moi, ce boîtier a un gros avantage, il est future-proof. C'est-à-dire que même dans plusieurs années, il sera encore totalement exploitable. Parce qu'il intègre déjà des codecs RAW, du 12 bits, du son en 32 bits, donc Nikon a clairement pris toutes les technologies actuelles et les intégrées dans un boîtier compact à un tarif qui reste très bien placé. Et honnêtement, même s'il était sorti 1000 € plus cher, je pense que je l'aurais quand même recommandé. Et c'est justement là que la question de la concurrence devient intéressante. Parce qu'à ce prix-là, on est obligé de le comparer à d'autres boîtiers. Certains vont parler du Lumix S1 II, qui est en train de baisser en ce moment, mais c'est 2 boîtiers qui ont 2 color science totalement différentes et qui peuvent très bien cohabiter sur différents projets. D'autres vont comparer à la FX3. Et honnêtement, après avoir testé ce boîtier, je trouve que la comparaison n'a aucun sens. La FX3 a maintenant plusieurs années, elle reste très bonne, mais elle a forcément un peu vieilli. Et surtout, si Sony sort une nouvelle FX aujourd'hui, on sait très bien qu'elle sera plus chère, pour des caractéristiques probablement similaires aux ZR. Et c'est là où ce boîtier devient vraiment intéressant, parce qu'il vient clairement bousculer le marché. On est sur un format d'hybride classique, mais avec des caractéristiques qu'on retrouve notamment sur des caméras cinéma. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que les marques ne savent pas trop encore comment se positionner face à ça. Il est compliqué ce mot, hein. Au final, après plusieurs semaines avec ce boîtier, je dois dire que je suis vraiment surpris. Il y avait déjà beaucoup d'engouement autour du boîtier, notamment parce que c'est une collaboration entre Nikon et Red. Donc je partais déjà avec un a priori positif, déjà pour le codec et pour le prix. Mais ça a surtout été une énorme confirmation pour moi quand je l'ai testé sur le terrain. Même si pour moi, cette caméra est faite pour être utilisée avec une cage,
pour votre confort et au cas où si vous voulez la riguer selon les tournages, etc. Mais ce qui m'a fait le plus réaliser, en fait, c'est que je me suis dit qu'en fait, c'était possible de faire des images pro et même des films avec une caméra qui fait 630 grammes que tu peux utiliser facilement sur un stabilisateur sans forcément utiliser de Steadicam, que tu peux fixer sur une voiture avec une simple ventouse sans utiliser un hydraalien. Tout ça pour vous dire que ça peut changer complètement votre manière de tourner et cette caméra est vraiment faite pour les opérateurs solo, mais aussi pour les productions qui sont beaucoup plus importantes parce qu'au final, c'est plus vraiment ce qui compte, la taille de la caméra aujourd'hui, notamment avec un petit boîtier comme ça qui met pas mal de caméras ciné à l'amende. Et j'espère qu'en fait le monde du cinéma va commencer à s'orienter vers cette direction, sur des caméras qui sont plus petites, parce qu'on s'en fout un peu maintenant de la taille de la caméra. Ce qui compte, c'est un peu les codecs qui sont à l'intérieur. Vraiment, je me suis posé la question, je vais vous le dire honnêtement. J'ai mon A7S III et une Arri Alexa classique. Et j'ai mis les deux boîtiers. Au bout d'un moment, j'ai mis l'Alexa et le Nikon ZR à côté. Et je me suis dit, toi, tu fais 10 kilos, toi, tu fais 630 grammes. Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas vendre mon Arri pour acheter du coup un Nikon ZR? Parce que je pense que vous vous rendez pas compte de l'énergie qui est mobilisée et utilisée et le nombre limite de personnes qu'il faut pour utiliser des grosses caméras comme une Arri en fait, alors qu'on utilise juste en soi des codecs qui sont pas si gros que ça. On utilise surtout une color science en fait finalement. Et là en fait le Nikon ZR permet d'utiliser une color science de chez Red ou même de chez Nikon qui est très bonne aussi, ou même l'Apple ProRes RAW sur un boîtier qui est tout petit, que vous pouvez vraiment utiliser comme ça à la main, alors que moi par exemple ma caméra à cinéma n'est pas, je ne peux pas l'utiliser à la main, ou en tout cas faut que ce soit à l'épaule. Enfin, je remercie Nikon vraiment de m'avoir permis d'utiliser le boîtier et de l'utiliser surtout en tournage professionnel, parce que c'est là où je voulais voir si vraiment, en conditions réelles, s'il allait me stresser, si j'allais être tendu avec, parce que travailler avec un appareil qui vous tend, c'est horrible. Moi, je préfère être fonctionnel et réactif sur mes tournages. En tout cas, je remercie Nikon et je vous remercie aussi vous, parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai pu tester le boîtier. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo et à plus tard.